C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, c'est le chiffre pour lequel la planète marché s'est réveillée ce matin, le chiffre d'inflation mensuelle aux États-Unis qui apporte une belle dose de soulagement aux investisseurs et aux marchés avec une inflation globale américaine qui continue de se détendre de manière assez nette pour l'inflation totale qui passe de 4 à 3% sur 1 an au mois de juin aux États-Unis. Mais la vraie surprise vient de l'inflation cœur, l'inflation sous-jacente qui commence à amorcer également une détente plus importante que prévu puisque sur 1 an, on a vu l'indice d'inflation sous-jacente passer de 5,3 à 4,8%. Le consensus était plutôt formé sur l'idée d'un taux d'inflation sous-jacente qui restera autour de 5%, 4,8% pour l'inflation cœur américaine sur 1 an. C'est donc une belle surprise pour les investisseurs et pour les marchés. On voit une détente des rendements obligataires qui s'étaient à nouveau tendus la semaine dernière. Le mouvement est en train d'être contré à l'envers avec une baisse des taux courts, des taux 2 ans et des taux longs sur la courbe américaine qui se diffuse à l'ensemble des marchés et notamment au marché actions qui en profite avec un petit coup de fouet supplémentaire pour le rebond des actions américaines et européennes puisqu'on voit le CAC 40 qui rebondit de plus d'1,5% cette fin de séance pour revenir sur les niveaux de 7340 points au moment où on se parle. Détail de cette séance avec Alix Nguyen à suivre dans un instant. Commentaire avec nos invités de Planète Marché bien sûr, sachant que l'autre gros morceau de l'information à suivre dans les prochains jours et les prochaines semaines sera la microéconomie avec la saison de publication des résultats du deuxième trimestre qui va commencer dans les prochains jours aux États-Unis. Nous aurons les résultats de PepsiCo demain dans les produits de consommation courante aux États-Unis et puis les premières grandes banques américaines qui publieront également leurs résultats ce vendredi. Voilà donc pour les sujets du jour, l'ambiance sur les marchés positive et dans le dernier quart d'heure, nous ferons un bilan semestriel des stratégies thématiques avec les outils de Galilée Asset Management et son président Ronnie Michali qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché en ouverture de Smart Bourse avec vous, Alix Nguyen, et les marchés d'actions en Europe, notamment, qui signent une belle séance de hausse. Oui, Wall Street, pour sa part, est dopé par l'inflation américaine, dont on attendait la publication aujourd'hui. Au mois de juin, l'inflation a ralenti et plus que prévu, notamment l'inflation sous-jacente, qui ressort en hausse de 4,8% sur 1 an et de 0,2% sur 1 mois. On remarque que le dollar en ressort affaibli, le marché obligataire, quant à lui, se détend. S'agissant des valeurs à suivre à Wall Street, le concepteur de puces ARM, propriété de SoftBank, est en pourparlers avec Nvidia. L'objectif étant de faire d'Nvidia un investisseur de référence dans le cadre de son projet d'introduction en bourse à New York en septembre. À noter que l'année dernière, les régulateurs ont annulé le projet d'acquisition d'ARM par Nvidia pour des raisons de concurrence. Et puis du côté de la tech chinoise, on notera un vent porteur lié à l'espoir de la fin de la répression des autorités contre les grandes plateformes technologiques. Et oui, les actions technologiques chinoises cotées à Hong Kong ont progressé pour la 3e journée d'affilée et ce grâce à un nouveau signal positif émis par Pékin. La Commission nationale du développement et de la réforme a félicité aujourd'hui des entreprises telles que Tencent et Alibaba pour avoir soutenu par leurs investissements l'innovation technologique du pays, un nouveau signe d'apaisement dont ont profité les grands groupes, mais les meilleures performances reviennent à la plateforme de vidéo Bilibili et au réseau social Kuaishou. Et puis un sujet technique du côté du Nasdaq 100, l'un des indices américains lourdement chargés en valeurs technologiques qui prépare un rare rebalancement.
L'opérateur boursier Nasdaq a décidé de limiter l'influence des grandes capitalisations technologiques par ce qu'il appelle un rééquilibrage spécial pour réduire la forte concentration de l'indice. Depuis le début de l'année, le Nasdaq 100 a fait un bond d'environ 38%. Il dépasse largement le S&P 500 et le Dow Jones. En l'état, le Nasdaq 100 maintient les 5 plus grosses capitalisations de l'indice sous la barre des 48% de pondération, avec chacune un poids d'au moins 4,5% de l'indice. Le Nasdaq dévoilera ce vendredi les nouvelles pondérations. Le rééquilibrage du Nasdaq 100 prendra effet 10 jours plus tard, soit le 24 juillet prochain. Du côté de l'activité de marché, des marchés de capitaux, les introductions en bourse avec la start-up du patron d'OpenAI dédiée à la fusion nucléaire qui va entrer sur le marché. Oui, avec une valorisation de 850 millions de dollars. Cette jeune société s'appelle Oklo et plus concrètement, Oklo va fusionner avec Altc Acquisition, un véhicule déjà coté au New York Stock Exchange. La start-up prévoit de lever 500 millions de dollars, somme qui sera consacrée à la réalisation du premier réacteur à fusion d'Oklo, baptisé Aurora. Et puis, c'est aujourd'hui que le producteur d'électricité roumain Hidroelectrica est entré en bourse et c'est un succès. C'est aussi et jusqu'ici la plus importante IPO de l'année et donc un test important pour la bourse de Bucarest. Un mot enfin du secteur bancaire, c'est la saison des stress tests bancaires et à ce titre, la Bank of England rassure sur la santé et la capacité de résistance du secteur bancaire britannique. Et oui, on atteste sa dernière annonce selon laquelle les 8 principales banques britanniques disposent de suffisamment de capitaux pour faire face à un stress économique plus important que celui de la crise financière de 2008. Ces 8 établissements représentent 75% du secteur en Grande-Bretagne. Merci beaucoup Alix. Alix Nguyen, Tendance mon ami. Chaque soir, le résumé de la séance et les infos clés du jour sur les marchés en ouverture de Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Aymeric Didet est avec nous, le directeur de la gestion de Pergame. Bonsoir Aymeric. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Merci à Xavier de Buren d'être avec nous également. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le directeur des investissements d'OTA Capital et Sébastien Paré-Sorvitz à nos côtés également ce soir. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes le directeur de la recherche de LBP AM. Commençons par l'inflation. C'était jour de publication du CPI américain, l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin, qui marque à nouveau un mois de détente, 3% d'inflation globale sur un an en juin, 4,8% pour l'inflation sous-jacente. Quand on regarde les choses en séquentiel, mois après mois, on voit quand même que la progression des prix commence vraiment à être de plus en plus limitée, y compris dans les parties les plus chaudes encore de l'économie américaine, à savoir la partie des services. À partir de quand est-ce que la Fed se sentira suffisamment confortable pour proclamer la fin de la lutte contre l'inflation excessive, Sébastien? Ça, personne ne le sait en fait. Quand la Fed va s'arrêter, nous on a un pronostic. Ce pronostic, c'est que la dernière hausse de ce cycle de hausse est en juillet avec 25 points de base. Le problème... Commençons par la bonne nouvelle. C'est quand même une bonne nouvelle de voir l'inflation baisser et cette tendance, c'est quand même plutôt favorable. Et surtout sur la partie cœur, c'est la première fois depuis très longtemps qu'on a une inflation qui passe même en dessous de 0,2, c'est 0,16 la baisse d'un mois sur l'autre. Et c'est une bonne nouvelle au niveau de l'inflation cœur. Il n'empêche qu'il ne faut pas créer victoire. L'inflation en glissement annuel est à 4,8%, c'est-à-dire bien plus que le double de ce qui est la cible d'inflation de la Fed. Et les effets de base très positifs qu'on a eus depuis plusieurs mois vont s'estomper. Ce qui fait que l'inflation totale, elle, qui a baissé à 3%, comme le disait Alix tout à l'heure, en fait, ce chiffre, pour nous, va être le plus bas de l'année. À partir de maintenant, on devra avoir des chiffres, en tous les cas, pour cette contribution très forte de l'inflation, des effets de base, l'énergie, les produits, les matières premières, pas mal de biens.
c'est un peu fini. C'est un peu fini, comme vous le disiez. Ça y est, c'est moins fort que ce qu'on voyait jadis, et surtout au cours du début de l'année. Ce sera dur de voir plus bas que 3% d'inflation globale. Là. Pour cette année. Nous, on continue à voir, l'inflation continue à décélérer. Et les questions qu'on se pose, et tout le monde se pose, peut-être pas tout le monde, mais en tous les cas, nous, on se pose, c'est qu'est-ce qui a fait que l'inflation est repartie. Donc, il y a évidemment les d'étranglement, les effets qui étaient transitoires. Et la question, est-ce qu'on n'a pas réveillé des mécanismes d'inflation classiques? Les gens se mettent à monter les prix, d'autres les montent, et ça crée une dynamique. Et surtout, si on regarde les sous-jacents de qu'est-ce que fait ou qu'est-ce qu'oblige une entreprise à monter ses prix, finalement, ses coûts, on n'a plus ou moins de coûts pour les matières premières, il reste les salaires. Et les salaires, quelle que soit la zone, c'est pas qu'aux États-Unis, continuent à progresser très vite. On l'a eu dans le rapport emploi aux États-Unis, 4,4% glissement annuel, ça ne bouge plus depuis 3 mois. On est à 4,4%. Évidemment, 4,4%, Powell ou les recherches de la Fed disent, avec ce chiffre-là, vu les gains de productivité qu'on fait, on ne peut pas aller à 2%. Donc il faudrait que ça se calme. Or, le marché de l'emploi reste très fort. Donc, sur ce côté-là, la Fed continuera à avoir ce discours. Attention, peut-être tout ça, c'est bien, mais on a ce doute. Est-ce que c'est suffisant pour ramener l'inflation plus bas? Il n'empêche qu'avec ces bonnes nouvelles, prendre plus de risques de faire que l'économie américaine lâche et se mette en récession violente, c'est un risque que Powell, je pense lui-même, ne prendra pas. C'est pour ça que nous, on a cette limite, mais on voit bien que le risque est que les mécanismes qui se sont réveillés, et notamment ces salaires qui se maintiennent très élevés, font que c'est pas évident, parce qu'on l'a pas vu depuis donc plus de 20 ans, 30 peut-être, on n'avait pas vu ces mécanismes revenir. Donc il y a certains qui ne croient pas, certains qui pensent il n'y a que des effets transitoires, des effets d'offres, et c'est fini, l'inflation. Il y a des éléments séculaires qui poussent l'inflation vers le bas. Est-ce qu'on peut au moins écarter l'idée que ramener l'inflation sous les 3% pour l'inflation globale peut se faire sans ce que les anglo-saxons appellent un sacrifice ratio trop important? C'est-à-dire l'idée qu'il va falloir quand même sacrifier beaucoup d'emplois et beaucoup de monde sur le marché du travail pour revoir un chiffre autour de 2%. Est-ce que cette idée un peu sacrificielle qui a été vendue à un moment quand même par Jérôme Powell lui-même, est-ce que cette idée-là, on peut l'écarter? On a un taux de chômage à 3,6% qui bouge assez peu depuis plusieurs mois et plusieurs trimestres maintenant, quand l'inflation, y compris l'inflation cœur des services, elle, continue de baisser. On est encore dans ce phénomène de désinflation sans impact sur le marché du travail. Nous, on n'y croit pas. Ça serait un petit peu le poisson volant. On n'y croit pas. Maintenant, est-ce que la récession doit être très forte? Est-ce que le nombre de points de hausse du chômage pour obtenir cette décélération des salaires... Quel niveau de sacrifice? Et ce niveau de sacrifice, en fait, aujourd'hui, nous, on le voit faible. Mais peut-être on se trompe parce que, j'imagine, Grégoire, vous faites référence à l'histoire. Et l'histoire nous dit que dans ces phases-là de surchauffe, il faut que le taux de chômage monte beaucoup pour que ça va. C'est plutôt dans les 3, voire 6 points. Évidemment, dans les récessions très dures, ça a été beaucoup plus. Évidemment, si on se réfère à la période des années, au début des années 80 ou à la fin des années 70, on a eu des hausses du chômage extrêmement fortes. Nous, on ne croit pas que c'est vers là qu'on va. Mais on voit, nous, en tous les cas, en prévision, pour que ça marche, il faut quand même que ça monte. Monsieur Powell pense que non. Lui, c'est un des seuls qui pense qu'on peut passer entre les gouttes. Et donc, pas de récession. Les chiffres, pour l'instant, sont des chiffres qui font que l'économie américaine résiste, l'emploi résiste. Est-ce que ça va être magique ou pas? Nous, on est très mauvais en magie, et donc on n'arrive pas à y croire. Il n'empêche que la réalité a été plus forte. Il y a eu des chocs favorables. L'énergie est un choc favorable de revenus pour les ménages. L'emploi... C'est 20% de baisse sur un an, les prix de l'énergie. C'est colossal. Et donc, c'est un effet de pouvoir d'achat. Et la même chose en Europe. On parle beaucoup des États-Unis. La même chose en Europe, qui a permis à la consommation de tenir moins qu'aux États-Unis. Et on voit bien que les choses deviennent un peu plus difficiles pour l'Europe. Bon. Aymeric, vos commentaires. 3% d'inflation, 3,6% de taux de chômage. On aura plus de 2% de croissance trimestrielle annualisée au T2 aux États-Unis. C'est quasiment certain aujourd'hui. On a eu quand même l'ensemble des données sur le deuxième trimestre. Bon, j'imagine, ça reste quand même une photographie assez enviable quand même. Mais c'est totalement
très bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour, c'est que on a une confirmation claire que les mouvements extrêmement violents qu'ont pratiqués les présidents de banques centrales, et particulièrement la Fed, puisqu'ils l'ont fait très rapidement par rapport à la BCE, ont aujourd'hui un impact très clair sur l'économie et ont permis d'évacuer tous les scénarios noirs. Ça, c'est vraiment le signe qu'on a l'impression de toucher aujourd'hui. On évacue les scénarios catastrophiques qu'on a pu lire partout en début d'année. Donc déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Savoir s'il y aura petite récession, si l'emploi... C'est évacué ou c'est reporté? Non, pour le moment, c'est quand même assez évacué. Parce que l'économie tient relativement bien. L'inflation nous prouve que ça continue à baisser. Donc ça aussi, c'est quand même des signes qui ne trompent pas. On est soutenu, certes, par des facteurs exogènes, les matières premières, ce genre de choses. Très bien. On a consommé énormément d'épargne aux États-Unis pour soutenir l'économie. Très bien aussi. Ça sont des soutiens qui ont été extrêmement puissants, tout comme l'économie américaine sait nous donner ce genre d'éléments dans les périodes de crise. Et là, ça a particulièrement bien fonctionné avec un système bancaire qui a montré ses limites et qui a forcé les banquiers centraux à ne pas aller trop loin non plus. Donc ça, c'est aussi un élément qui a fait... qui produit aussi des bonnes choses aujourd'hui sur les chiffres. Parce que finalement, on a monté les taux très vite, très fort, mais on sait aujourd'hui qu'on arrive à la fin de cette période-là. Donc aujourd'hui, on commence déjà au niveau des investisseurs, et les marchés nous prouvent assez bien sur cette séance qu'on essaie de regarder qu'est-ce qui va se passer après. Donc là, c'est plutôt des signes avant-coureurs d'une transmission des décisions de la Banque centrale jusque dans l'économie, de façon assez bien organisée, et au final, ça a l'air de plutôt bien se passer. Maintenant, évidemment, le scénario, il n'est pas idyllique à ce point-là. Après 3 ans de choc historique, oui. Il y a quand même plein de petits phénomènes qui peuvent aujourd'hui revenir sur le devant de la scène. L'inflation ne va pas redescendre en dessous de 2% immédiatement, ça faut être très, très clair. Et l'emploi est quand même très fragile. C'est la donnée qui aujourd'hui va être quasiment plus regardée que les données d'inflation. Donc là aussi, tout n'est pas gagné, en tout cas, tant aux États-Unis qu'en Europe. En plus, on n'a pas fini la guerre en Europe. Il y a encore beaucoup de sujets géopolitiques entre la Chine et les États-Unis, parce que dès qu'on a des améliorations économiques, comme par hasard, on a la résurgence. Les tensions peuvent reprendre. Des tensions. Mais au final, pour le moment, savourons un tout petit peu les bonnes données économiques, parce que ça justifie aux investisseurs de rester investis. On peut, Xavier, profiter d'un moment de soulagement, comme on le voit aujourd'hui sur les marchés, ou est-ce que c'est au moment où tout le monde évacue les scénarios de hard landing de l'économie américaine qu'il faut peut-être se remettre un peu en mode vigilance, sachant encore une fois, les hausses de taux ont démarré il n'y a même pas 18 mois, c'était mars 2022 pour la première hausse de taux, et tous les académiques nous expliquent qu'on n'a pas vu encore le plein effet des 500 points de base et quelques de hausse de taux délivrés par la Fed. Les effets sont encore aussi devant nous d'une certaine manière. Si on prend un peu de recul, ce n'est pas tellement les effets sur l'économie qui fait varier les marchés. C'est l'anticipation qu'on va avoir. On a vu avec ces marches très hautes et très rapides de remonter des taux, c'est ça ce que le marché a regardé, il s'est ajusté en fonction. Là, ce qu'on constate également, et le marché a déjà bien retracé depuis le début de l'année. Alors, si on regarde les économistes, les stratégistes qui étaient tous extrêmement noirs en début d'année à voir cette récession que tout le monde attendait, qui n'est pas là, sont effectivement en train de changer de braquet, de retourner leur veste par rapport à ces données macroéconomiques qui sont très bonnes. Parce que ce qu'on constate, c'est que le pari de la Fed est gagné aujourd'hui. À savoir faire ralentir la croissance économique, faire descendre l'inflation, et avec un marché de l'emploi qui tient très bien et une consommation qui tient. Donc ça, c'est quand même un travail qui a été fait, qui est assez remarquable, vu le délai très rapide avec lequel c'est fait, et avec ces marches qui sont très hautes. Ce qui est très important, je pense, c'est la pause qu'on a sur le resserrement monétaire.
Vous l'avez dit, ça a commencé il y a 18 mois, mais on a fait 95%, voire 99% du chemin. Et il faut se projeter devant sur, alors même pas anticiper une baisse des taux, mais si on a un plateau, ça, une stabilité, une normalisation, ça c'est très important pour les investisseurs. Et une normalisation aussi de l'inflation. Pour revenir sur l'inflation, il faut un niveau sans doute normatif d'inflation, il est plutôt à 3% qu'à 2%. On peut toujours, il y a un grand débat sur ce pivot de 2% qui est retenu par les banques centrales. Pour moi, la vérité, elle n'est pas à 2%. Il y aurait peut-être une chose assez simple qui pourrait être faite par les banques centrales, c'est de remonter ce taux cible éventuellement à 3% avec un environnement de taux qui est normalisé et avec une croissance économique qui tient plutôt correctement. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte. Effectivement, le marché, et on le voit sur les séances d'aujourd'hui, se dit effectivement, on est sur un changement et ce qu'on voit... on a de la visibilité un peu là. On a de la visibilité. Il y a pas mal d'anticipation. Il faut savoir aussi que tous les investisseurs n'étaient pas investis dans le marché. Donc là, il y a pas mal de gens qui prennent le train en marche. Et un élément d'un point de vue micro qui va être très important, c'est les publications du deuxième trimestre. Donc ça commence là, évidemment, c'est la troisième semaine du mois de juillet où on a 50% du stock 600 et c'est pareil sur le S&P 500 qui va publier. Donc ça va être très chargé. Ce qu'on a constaté sur les publications du premier trimestre, là aussi, il y avait des scénarios qui étaient très négatifs en disant que les marges ne pouvaient pas continuer à augmenter, qu'on allait avoir un impact sur la croissance des ventes avec cette récession que les gens anticipaient. Et au final, on a eu 11% de hausse des bénéfices par action après les publications du T1. Donc là, l'enjeu des publications du deuxième trimestre, ça va être les commentaires sur la deuxième partie de l'année. Et à mon avis, ça vaut la peine de laisser passer ces publications de résultats pour repartir avec les bons élèves qui vont montrer qu'ils arrivent à maintenir des niveaux de marge élevés, des niveaux de génération de trésorerie importantes et faire le tri avec d'autres entreprises qui, eux, sont peut-être moins de pricing power, de pouvoir de fixation de prix, parce qu'il faut bien faire la part des choses entre le fait de passer les hausses de prix qu'on subit et du vrai pouvoir de fixation de prix. Donc voilà, ça va être la publication à venir va être vraiment importante, je pense, pour la poursuite du mouvement. Et on risque d'avoir une divergence en termes de performance à partir de ces publications. Sur l'inflation, Sébastien, la nouvelle normalité de l'inflation, quand est-ce qu'on la jaugera le mieux? C'est-à-dire, on est encore dans des phénomènes un peu post-Covid, avec des phénomènes d'inertie, il y a encore un peu d'épargne excessive chez les ménages américains, etc. etc. Est-ce que la nouvelle normalité de l'inflation, qui permettra peut-être aux banques centrales d'ailleurs de réfléchir à ajuster une cible, c'est quand même un débat qui court au moins dans le monde académique aujourd'hui et sans doute au sein des banques centrales, même si elles restent catégoriques sur l'idée que la cible ne bougera pas à ce stade, mais est-ce que c'est pour 2024 ? Je pense qu'il y a plusieurs sujets. Si on traite d'abord ce sujet académique, en fait, il vaut mieux avoir une cible plus élevée que celle qu'on a aujourd'hui, que 2%. Et la raison, elle est presque technique. C'est Blanchard qui avait proposé il y a longtemps, quand il était à la tête de la recherche du FMI, c'était le chief économiste du FMI, il avait proposé 4. Et aujourd'hui, il a changé, il propose... Ça, c'est 3. Quand on était à 1 d'inflation, c'est quand on était dans la grande stagnation séculaire. Mais justement, lui, il se projetait, on sort de ça à un moment donné. Évidemment, ça a mis beaucoup de temps, mais il pensait qu'on allait sortir de ça. Et pourquoi il disait ça? C'est qu'il disait que la façon dont on a traité le sujet était, en fait, crée beaucoup de problèmes. Et donc, notamment, le fait d'injecter de la liquidité dans l'économie, en fait, même si on sait que ça peut marcher, ça peut créer beaucoup de distorsions, des bulles. Et on a vu que l'argent n'est pas allé forcément partout là où il fallait. Et donc, aujourd'hui, il vient sur 3. Et pourquoi sur 3? Parce qu'il s'est aperçu que quand on demandait aux gens qu'est-ce qu'ils vous pensaient sur 4, et ça faisait trop de bruit. Et il s'est dit, c'est peut-être pas bien. 3, c'est mieux. 4, ça marque les esprits. 3, entre 3 et 2...
Ça va, il n'y a pas de différence. On le voit Donc pas. Ça, c'est le débat académique. Et pourquoi ? Parce que 3, ça fait 300 points de base au moins de plus pour baisser les taux, pour les amener à 0. Et donc, c'est presque technique de comment on manipule les gens. Donc, cela étant dit, les changer quand on a un problème d'inflation et se dire, en fait, les gars, aujourd'hui, on va faire plutôt 3 que 2, là, ça pose problème. Pourquoi ça pose problème ? Parce que la façon dont les investisseurs réfléchissent à l'avenir, d'abord, ils commencent par... Certains détiennent des obligations. Si on me dit qu'en fait, mon obligation, elle va être rognée de 3%, non pas de 2%, donc ça change le niveau auquel j'accepte d'être rémunéré si je veux de tenir cette obligation. Donc, au total, c'est bien les banques centrales qui doivent nous donner le critère d'inflation, l'objectif d'inflation qu'on poursuit. Donc, ça fait partie de la confiance gagnée par les banques centrales auprès des marchés. Si vous la changez aujourd'hui, si vous rajoutez, disons, 1% sur les taux qu'on a aujourd'hui, parce que les taux anticipés par le marché, c'est 2,5 et un peu plus. D'ailleurs, des deux côtés de l'Atlantique, c'est la même chose. Vous créez un gros problème. Et ça crée aussi des problèmes sur la valorisation, à ce moment-là, des actifs. Il y aura des entreprises qui ont du pouvoir, qui ont de la capacité de monter leur prix, d'autres pas. Donc, ça crée du désordre, en tous les cas. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas le changer. Il n'empêche qu'on converge vers 2 peu à peu, et ça va prendre du temps. Nous, c'est plutôt à 2025. Et la difficulté, c'est pendant cette période, est-ce que tout le monde va être content avec la vitesse avec laquelle on y va ? On est à 2,50. Est-ce que les gens disent ça va trop lentement ? Il faut que ça soit... Et ça, c'est le danger. Et si ça arrive, on commence à voir... Il peut y avoir un peu d'impatience. On aura divisé l'inflation par 3 en un an aux États-Unis, passé de 9 à 3. Et vous dites passer de 3 à 2, ça va peut-être prendre autant de temps. Et c'est ce qui va générer beaucoup d'impatience. D'impatience, et c'est là où on se dit que... C'est là où nous, on reste inquiets. Hein, même la Fed reste inquiet. En fait, c'est le staff de la Fed qui fait les projections a dit... En fait, on n'a jamais été en situation aussi incertaine. Peut-être qu'on passe entre les gouttes, ou peut-être qu'on a une récession, et c'est 50-50. Donc évidemment, vous êtes banquier central, merci pour l'aide, parce que qu'est-ce que je fais ? Et pour l'instant, on voit, on l'a dit, des chiffres positifs, etc. Donc les marchés, ce n'est pas l'économie, mais les marchés ont besoin que l'économie leur donne un ancrage pour prévoir l'avenir. Si ça devient trop flou, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est vrai qu'on a vécu un premier trimestre où il y a eu des chocs positifs qui ont fait que tout était résilient. De là à se dire... c'est pour toujours. On a tout réussi. Je pense que c'est pas simple. Nous, on est plutôt prudents. On est très bien rémunérés à très court terme. Oui, des toujours. taux à 5%, on se dit pourquoi je vais prendre du risque, surtout si ça dure. Et donc ça rentre très vite. Et donc il y a des gens qui prennent du risque. Et vous l'avez dit tout à l'heure, très concentrés avec peu d'entreprises qui sont les grandes gagnantes. Et c'est un problème quand on essaye d'investir ou de se diversifier, même si c'est très grosses entreprises américaines technologiques, c'est pas une entreprise, c'est des gens qui sont partout. Et aujourd'hui, ils produisent de tout. Bon, c'est, j'imagine, une des réponses qu'on va chercher à travers les résultats des entreprises du deuxième trimestre, là. Quelle est la réalité et de la dynamique du thème de l'IA, notamment dans ce groupe de valeurs déjà en première ligne sur le thème IA générative? Alors ça va être un vrai sujet, de voir déjà si les grands leaders qu'on a quelque part arrimés à ce thème-là, que sont le marché a porté, toutes ces valeurs-là, Microsoft également, sont capables de délivrer par rapport aux attentes des analystes. Parce que on est toujours sur le marché américain, champion du monde je guide les analystes un tout petit peu plus bas. Je vous rappelle, le S&P, on attend quand même une baisse des 7%, c'est ça, par share de 7%. Donc avec une flatitude sur le chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que les marges sont quelque part attaquées sur la deuxième trimestre. Donc déjà, il y a un peu d'enjeu. Mais au final... Historiquement, on a plutôt des nouvelles qui sont positives et ce qui permet au marché actions américain et particulièrement aux valeurs technologiques américaines de surperformer sur les publications de résultats. Ça, c'est l'histoire. Aujourd'hui, on a quand même
un thème qui a vraiment, pour le coup, comme en 2000, tiré la cote totalement vers le haut, c'est l'intelligence artificielle, et avec beaucoup d'incertitudes, parce que cette thématique, c'est très bien, mais il faut du chiffre d'affaires. Oui, est-ce qu'on va le retrouver déjà dans les chiffres d'affaires des entreprises au T2 ? La plus grosse des surprises, ça va être le chiffre d'affaires d'NVIDIA, et de voir si cette société va arriver à délivrer par rapport au consensus des analystes. Ils ont signalé 11 milliards. Hein. Exactement. Donc aujourd'hui, on a une valorisation du titre qui est stratosphérique. Je ne vous cache pas que quand on regarde le graphique d'NVIDIA, on prend peur. Mais à côté de ça, vous n'avez pas d'NVIDIA dans les portefeuilles. C'est dur d'aller faire la performance du Nasdaq. Si vous n'avez pas NVIDIA, Microsoft et les 7 autres, vous ne pouvez pas faire la performance du S&P ou du Nasdaq. C'est impossible. Donc aujourd'hui, beaucoup d'incertitudes. Donc qui dit incertitude dit un tout petit peu de retrait. Ça, c'est vraiment la préconisation qu'on a, nous, mis en place dans les comptes. Pas besoin de surpondérer excessivement ces valeurs qui ont déjà une taille non, puisqu'aujourd'hui, on ne justifie pas les niveaux de valorisation. Je comprends. Donc clairement, on est plutôt à l'aise à prendre des bénéfices, surtout après des journées comme celles qu'on a eues aujourd'hui, et se mettre un tout petit peu plus sur des valeurs un tout petit peu plus défensives. On revient sur des valeurs un tout petit peu de consommation. On voit par exemple des Nestlé tout en bas, des valeurs qui aujourd'hui méritent quelque part qu'on les regarde de nouveau. Donc on peut faire des ajustements quand on fait de la gestion active et qu'on veut quelque part essayer de profiter un peu de cette volatilité qu'on a dans les marchés. Donc il y a des choses à faire dans les marchés, mais ça n'empêche pas que ce thème de l'intelligence artificielle, il faut le regarder de très très près, parce que potentiellement, si NVIDIA arrive à délivrer, on peut avoir une poursuite notamment pour toutes les autres, c'est-à-dire Microsoft, Palantir et les valeurs technologiques, y compris européennes, qui peuvent être corrélées à cette thématique-là. Donc à regarder de très très près, et avoir un tout petit peu autrement d'indiciel et de Nasdaq, même s'il va être rebalancé, ça peut être une solution pour ne pas passer à côté de cette publication. Ouais, c'est pour se couvrir effectivement en cas de crack à la hausse pour ces valeurs, quoi. On ne sait jamais. Même si encore une fois, on a fait déjà un très très beau parcours, donc plutôt déleverager le risque, et en avoir un petit peu, mais un peu moins que par le passé. Comment vous regardez ce thème de l'IA alors évidemment, qui génère beaucoup d'enthousiasme, peut-être même au-delà du seul cercle technologique. Est-ce que c'est d'ailleurs là qu'il faut regarder aujourd'hui, Xavier ? Est-ce qu'on a peur à ce stade de se brûler un peu les ailes ou les doigts à travers effectivement des pondérations, des poids de valeur qui ont pris une forme de démesure au sein des indices ? Je pense qu'il faut regarder la valorisation des marchés qui est bien au-dessus de sa moyenne 10 ans, que ce soit sur le S&P ou sur le Nasdaq. Donc c'est là où il faut être un petit peu prudent, sachant que dans le marché aujourd'hui, il y a plein d'entreprises de très bonne qualité qui sont sur des niveaux de valorisation par rapport à leur moyenne historique 10 ans encore, parce que c'est plutôt ça qu'il faut regarder plutôt que du relatif par rapport à un secteur ou au marché, qui sont très attractives. Donc après un début d'année qui a été très important, puisque 2023 c'est vraiment l'année de rattrapage. Il faut dire que le début de ces années 2020 a quand même été assez compliqué, et donc là on a un vrai rattrapage, on l'a dit, baisse de l'inflation, plateau sur les taux, et des entreprises qui sont quand même en très bonne santé, et donc on a des acteurs, des leaders qui sont sur des niveaux de valorisation qui sont attractifs. Donc, à qui vous pensez, Xavier ? Quel type d'entreprise, quel secteur ? Qu'est-ce qui c'est du vrai, c'est du picking. Stock picking, mais par exemple, un leader européen dans l'aérien qui est Ryanair, qui a des taux de croissance attendus, ne serait-ce que par sa flotte et par les gains de part de marché qu'elle a, qui se paye sur des niveaux vraiment très attractifs en tourisme aérien. Il y a du rattrapage encore. Dans la santé également. Dans la santé, c'est quand même des valeurs de. Ça a été un peu délaissé, qui sont quand même attractifs aujourd'hui. Donc plutôt que de regarder comment jouer l'IA et des valorisations qui sont très élevées, nous on préfère aller chercher de la qualité sur des niveaux de valorisation qui sont attractifs, et en étant sûr que ces valeurs de qualité, ces leaders ont un vrai pouvoir de fixation des prix, et c'est ça qui est important pour pouvoir maintenir les marges, voire les augmenter. Donc c'est plutôt de ce côté-là qu'on va aller se pondérer sur notre exposition, plutôt que d'aller sur des thématiques qui sont effectivement qu'il faut regarder, qui peuvent être vraiment un élément de disruption extrêmement important
pour les entreprises qui les font, mais aussi pour les entreprises qui vont les implémenter. Ça peut prendre sans doute du temps. Voilà, donc il faut se balancer un petit peu là-dessus. Mais c'est des entreprises, celles que vous avez citées, valeur d'exemple, mais qui ont encore cette capacité de fixation des prix. Parce que Ryanair, c'est un bon exemple. Enfin, historiquement, c'est quand même un acteur low cost. C'est l'acteur low cost qui est venu bouleverser le secteur du transport aérien en Europe. Vous avez raison, on n'est pas sur un pouvoir de fixation de prix. Je dirais qu'on est sur un pouvoir de fixation des coûts, puisqu'aujourd'hui le coût par passager transporté chez Ryanair est le plus faible d'Europe. C'est le meilleur élève de la classe mondiale, avec une parfaite gestion des coûts. Donc là, c'est des industries de volume, bien sûr, évidemment. Mais autre pouvoir de fixation des coûts ou de management des coûts, c'est Inditex. Quand on voit la réalité de la distribution de vêtements en France, toutes les semaines, on voit des marques, c'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe qui ferment, et on voit que Inditex, par son modèle extrêmement intégré, et Inditex d'ailleurs, c'est pas un retailer, c'est pas un vendeur de vêtements, c'est un logisticien. C'est un broker, quoi. Oui, c'est un logisticien hors pair, parce que ça va de la création de studios jusqu'à la livraison par leur propre. Et ça reste une entreprise bien positionnée, ne serait-ce qu'en termes de prix, de marque, de produits. Parce qu'on le voit, toutes les enseignes de notre enfance, entre guillemets, qui collapsent dans l'industrie du textile ou de la mode, c'est normal. Enfin, c'est aussi ça, la mode, d'une certaine manière. Une exception, c'est des marques de luxe qui arrivent à maintenir la désirabilité pendant des siècles, peut-être. Mais la roue tourne dans le monde de la mode et du textile. Mais vous dites, un Inditex Zara, il reste encore bien positionné par rapport aux attentes aujourd'hui du consommateur. Ils ont cette efficacité d'être parfaitement intégrés. Aujourd'hui, chez Inditex, ils ont 300 designers qui travaillent dans les bureaux d'Inditex, et ils sont capables en 15 jours, de partir d'un dessin de vêtements à ce que ce soit... Et ça arrive dans les rayons, quoi. Dans les rayons, avec des quantités de production qui sont très faibles. Cette très flexibilité, cette agilité, ça, évidemment, alors que les marques dont oui. vous parlez, c'est des modèles où on fait fabriquer des collections en Asie. C'est souvent les mêmes qu'il y a 20 ans. Tout arrive et on se retrouve, si ça ne se vend pas, avec des stocks. Donc c'est vraiment une question d'intégration, d'intelligence, de revoir son business model. Et c'est un peu ce qu'a fait Tesla. Pour moi, Tesla dans le monde automobile et Inditex dans le monde du vêtement, c'est les mêmes approches où on repense et on repart d'une page blanche pour recréer une façon de produire. On va parler de la macro chinoise, parce que ça m'intéresse quand même d'avoir votre regard là-dessus, mais d'un point de vue micro, est-ce que ça fait partie là aussi des interrogations qu'on peut avoir dans les résultats et les commentaires des entreprises qu'on attend sur leurs résultats T2 ? Est-ce que la déception de la reprise chinoise va se matérialiser dans certains secteurs, dans certaines industries ? Alors, c'est une déception, ça c'est sûr, et ça a été mis en évidence évidemment par les performances des actions chinoises. Maintenant, moi je suis plus dans un décalage de temps, décalage de phase, parce qu'il y a plein de catalyseurs qui au contraire nous confirment qu'il faut rester sur cette zone géographique. Et donc pour le coup, c'est un soutien à la fois pour les valeurs chinoises, parce qu'ils peuvent mettre en place plein de plans de relance qu'ils sont en train de faire. Ils vont soutenir notamment tout le secteur de la promotion immobilière, qui est le secteur problématique en Chine. Enfin, pour l'instant, ils sont en train d'éviter que ça s'effondre. Bien sûr. J'ai l'impression quand même. Mais ils ont les moyens de pouvoir le soutenir d'une façon incroyable. Donc ça, c'est un premier point. Mais le fait que la croissance et l'activité en Chine puissent repartir, ça va permettre également à l'Europe également d'afficher, à mon avis, des taux de croissance un tout petit peu supérieurs, parce que toute cette problématique qu'il y a eu en Chine ont eu des conséquences sur l'économie européenne. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir également un tout petit peu de mieux en Europe si l'activité repart un petit peu en Chine. Et ça, ce sont deux zones qui vont être assez liées. Donc c'est pour ça qu'on a un petit relais de croissance peut être une petite pour la bonne suite. nouvelle pour la deuxième partie de l'année. Mais en attendant, parce que ma question était peut-être pour la poser plus directement, est-ce qu'il faut s'inquiéter par exemple pour les affaires de nos groupes de luxe qui dépendent quand même en partie de la reprise de la consommation en Chine ? Il y a eu cet effet de rattrapage en début d'année. Est-ce que le deuxième trimestre ne peut pas être une déception de ce point de vue-là ? Alors, il y a deux choses sur les groupes de luxe. Il y a l'activité d'abord aux États-Unis, qui montrent déjà des vrais signes de ralentissement. Chanel ou d'autres avaient communiqué déjà il y a quelques temps là-dessus. Ils ont tous un tout petit peu communiqué auprès des analystes pour faire redescendre un petit peu les objectifs. La Chine, on reste sur une consommation sur l'hyperluxe. D'accord. C'est un segment
Hermès, LVMH, principalement. Pour certains groupes bien positionnés, c'est un segment extrêmement bien positionné et d'une agilité incroyable au niveau de la gestion des marques. Donc pour le moment, en tout cas, ils ont été immunisés sur les baisses de consommation. Et la population qui consomme ces produits-là, pour le moment, est assez immunisée. Donc, pas trop d'inquiétude à court terme, sachant qu'en plus, ils ont toute la partie middle class et ils ont adressé cette population-là sur laquelle on peut avoir des relais de croissance sur la partie asiatique. Donc, pas trop d'inquiétude encore pour ce trimestre-là. Bon, c'est vrai que quand on voit une Chine avec des niveaux d'inflation zéro, un taux de chômage historique chez les jeunes, on imagine que oui, il y a quand même quelque chose, enfin une réponse à attendre en matière de politique budgétaire et ou monétaire. Mais l'état des lieux que vous dressez aujourd'hui, est-ce que la Chine est au bord de la déflation, Sébastien ? Je vais vous donner ma réponse. Tout d'abord, je voulais simplement rebondir sur l'IA parce que les marchés adorent les maniens. Et quand ça arrive, les gens pensent quelque chose. Si vous avez tous joué tout le monde a joué avec ChatGPT ou des autres sources, on voit bien, ça va révolutionner beaucoup de choses. Mais le marché tend à mettre un prix très vite et trop vite. On capitalise 10 ans d'IA, quoi. Évidemment, il y aura des gens qui pleureront parce qu'ils verront que tout le monde ne va pas gagner, mais beaucoup d'entreprises vont en bénéficier. C'est ce qui s'est passé en 2000. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il va faire. Ce qui est sûr, c'est qu'aux États-Unis, ce que vous le disiez, cet engouement pour ces secteurs a fait que beaucoup de la progression depuis le début d'année s'est fait sur l'expansion des multiples et non pas sur des vrais résultats, vu que les résultats sont en baisse. Alors, c'est peut-être une bonne façon de regarder l'avenir. Donc, c'est un sujet en tous les cas pour nous. Et enfin, avant de passer à la Chine, sur le positionnement, c'est vrai que nous-mêmes, on était très prudents au début, on reste très prudents. Tout le marché était très prudent et donc le positionnement était très favorable pour ceux qui prenaient du risque et avançaient. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens capitulent et beaucoup de gens deviennent très prudents. Dans un moment où, quand même, on a des taux très élevés, peut-être encore un petit bout de pinceau supplémentaire. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, nous rend on est moins inquiet sur notre positionnement par rapport à ce qui se passe dans le marché. Je trouve que c'est un élément de fragilité. Là, vous dites qu'il y a de la complaisance qui s'installe. Et c'est sûr, vous l'avez dit sur la volatilité est extrêmement faible. Donc, on peut en profiter d'ailleurs pour se protéger. En tous les cas, c'est un élément important. Je reviens à la Chine. La Chine, je pense qu'il faut le regarder au niveau conjoncturel et au niveau structurel. Au niveau conjoncturel, nous, on le pense, les valos sont extrêmement faibles en Chine, et notamment, ça va dire un tout petit peu grâce à la technologie. Nous, on voulait prendre le train de la conso qui rebondit, ça n'a pas marché. Donc ça marchait 5 minutes et ça n'a plus marché. Et la conso via la techno, parce que là-bas, les gens consomment via ces grandes plateformes, et on a voulu le jouer. Peut-être que les marchés vont être gentils avec nous maintenant. Et on reste. Ça fait 3 jours, c'est ce qu'Alix disait. Voilà, il y a visiblement la répression vis-à-vis de ces plateformes semble être plutôt un chapitre appartenant au passé. Conjoncturel qui devrait aider, surtout si les gens sont au moins à court terme rassurés. Ils sont rassurés. Pourquoi ? Parce qu'on se dit quand même qu'il y aura une petite relance. Et deux, le cadre géopolitique, les Américains font des énormes efforts pour dire aux Chinois, on est méchant, mais pas si méchant. On veut quand même qu'on soit copains. On veut on doit se dérisquer de la Chine avec nos chaînes de production. On a vu la catastrophe que ça peut créer, mais on ne veut pas se découpler. Non. On va continuer à travailler avec vous. On a besoin de vous. 500 milliards quand même d'exporter des Chinois aux États-Unis tous les ans. Donc ça peut apaiser quelques-uns, et notamment les investisseurs internationaux qui peuvent revenir en Chine pour revaloriser les choses. Il reste le problème structurel. Et là, j'en suis pas certain. Vous disiez là qu'ils veulent absolument relancer, le chômage est élevé. Je pense que peut-être, mais ils ont très peur de cet endettement énorme qu'ils ont. Ouais. Ils ne savent pas le gérer. Ils voient que ça a créé beaucoup de problèmes. Ça crée beaucoup de problèmes, quelle que soit l'économie. Et surtout, idéologiquement, on voit bien que M. Xi a une façon de voir l'avenir qui est très différent de ce que lui-même pensait, je pense, il y a quelques années. Et donc, est-ce que le capitalisme chinois mélangé avec le rôle du Parti communiste a complètement changé ? Donc, si bien à court terme, nous, on est plutôt
toujours constructif sur la Chine. À moyen terme, on reste très inquiet sur le modèle de la Chine d'avenir, même si ça ne veut rien dire sur le reste de la région. Mais en tous les cas, c'est un élément qui reste un gros point d'interrogation pour nous. À propos de régulation, donc la Chine passe à une autre étape, la répression des valeurs technologiques semble derrière nous. Je me faisais la remarque aussi, notamment à l'occasion du deal finalement qui va pouvoir se faire entre Microsoft et Activision Blizzard. Et c'est un échec pour la FTC quand même, l'autorité de régulation du commerce aux États-Unis, avec la nouvelle nommée par Joe Biden, Linda Khan, qui devait être la grande guerrière en fait anti-GAFAM, juge de Californie a déjugé d'une certaine manière l'avis de la FTC sur le deal Microsoft-Activision Blizzard. On parle moins quand même de réguler les GAFAM, notamment avec l'IA qui s'invite un petit peu aussi dans la bataille et l'affrontement géopolitique entre Chine et États-Unis. Ça semble un peu moins au goût du jour aujourd'hui. Ce qui est clair, c'est qu'on veut avoir une expertise technologique de part et d'autre, donc il n'est pas question de se mettre des donc c'est pas le moment de brider ces groupes-là. Non, c'est clair. Non, mais c'était quand même dans l'agenda Biden, c'est un message qui est assez fort, mais la situation a quand même pas mal évolué depuis, malheureusement très rapidement. Donc mais c'est plus un risque aussi fort qui pèse sur ces valeurs-là. On en discutait beaucoup quand même il y a un an ou deux. Activision est peut-être moins technologique, etc. Mais c'est sûr que on veut avoir une indépendance technologique et ça fait partie, je pense, de ces éléments précis qui vont dans ce sens-là. On entend un peu moins parler de régulation des GAFAM. Oui, parce que là aussi, les États-Unis veulent vraiment garder ce leadership américain. Il faut bien voir aussi que tout ce qui est intelligence artificielle, c'est aussi beaucoup basé sur la data. Aujourd'hui, la data est très ouverte aux États-Unis, extrêmement ouverte, extrêmement accessible et pas chère. Là où, dans le reste du monde, on a beaucoup de régulations, en Europe et en Chine, beaucoup moins de données accessibles et également encore moins en Chine. Pour nourrir les intelligences artificielles. C'est là où les Américains, ils ont un leadership exceptionnel et risquent d'avoir une vraie grosse longueur d'avance. C'est pour ça que la technologie américaine, les Américains réfléchissent à 2 fois avant de vouloir trop la brider et trop la réguler. Bon, le thème de l'IA, ça restera le grand thème que cette année 2023 aura vu naître. On va continuer d'en parler dans le dernier quart d'heure pour faire le bilan des stratégies thématiques à mi-parcours de cette année 2023. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Aymeric Didet, Pergame, Xavier de Buren, OTA Capital et Sébastien Paris-Sorvitz, LBPAM. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et justement, ce soir, nous allons faire le bilan de la gestion et des stratégies thématiques sur cette première partie d'année 2023 avec les outils que nous apporte régulièrement Ronnie Michali. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Grégoire. Président de Galilée Asset Management, anciennement la financière Galilée. Ronnie, généralement, un changement de nom, ça reflète une stratégie et en l'occurrence des acquisitions de sociétés de gestion vous concernant. C'est ça, Ronnie, l'histoire. Exactement, c'est l'actualité de la semaine et plus largement l'actualité de l'année pour nous parce qu'on a fait une deuxième acquisition le 19 juin, l'acquisition de Stratège Finance. Deuxième société de gestion en 6 mois, ça nous fait vraiment changer de dimension. Et l'idée, bien sûr, c'était de se recentrer sur l'asset management, la gestion de portefeuille, d'où ce nouveau nom Galilée AM, de sortir complètement de la gestion de patrimoine et de pouvoir accroître, intensifier finalement la stratégie que l'on a avec nos partenaires depuis 4 ans maintenant, CGP, Family Office, Gérant Privé, pouvoir leur offrir de nouveaux services. On a acquis avec CEDEC Finance l'expertise obligataire, par exemple. On a ouvert sur l'international avec Stratège Finance. Et voilà, on offre de plus en plus de produits, de services, des mandats assez originaux comme le mandat 100% ESG qui devient classique, mais on a le 100% ETF, maintenant on a le 100% structuré, on a le 100% thématique qui est bien sûr notre expertise principale, vous le savez bien Grégoire. Donc voilà. Bon, mais écoutez, très 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 content pour vous de cette nouvelle étape dans l'histoire de Galilée. Alors Galilée Asset Management aujourd'hui, vous en êtes toujours le président évidemment, et vous l'avez rappelé Ronnie, l'expertise thématique en matière de gestion, mais en matière d'analyse reste évidemment une expertise
expertise cœur pour vous, ce qui nous permet de faire le bilan du premier semestre avec les stratégies thématiques qui ont apporté les meilleures performances et à l'inverse, celles qui ont été des détracteurs de performance pour les investisseurs. Absolument, on appelle ça les tops et les flops des thématiques. Donc là, vous avez à l'écran qui s'est affiché le top 3. Alors, sans aucun doute, la thématique, la hype de ce début d'année, c'est robotique et intelligence artificielle avec plus de 33% de performance. En deuxième, le cloud et l'Internet des objets, juste derrière. Et en troisième, pour le top 3 toujours, tourisme et loisirs, une thématique qui était beaucoup plus chahutée ces dernières années, bien sûr, avec tout ce qui était restrictions Covid, barrières sanitaires, etc. Et qu'on a plaisir à revoir dans le top 3. Deux thématiques très croissance. C'est l'année, pour l'instant, c'est la demi-année des thématiques croissance. La croissance revient en force après 2 années value. Alors 2021 était une année plutôt pour les thématiques value. 2022 très value, énergie, bien sûr. Exactement. Et c'est vrai que 2023, les gagnants de l'année dernière sont plutôt les perdants de cette année. Et on a quand même cette thématique tourisme et loisirs un peu plus corrélée à la value. Bon, si on se focalise alors sur le thème phare, le thème vedette de cette année 2023, robotique et intelligence artificielle, effectivement, un bel écart de performance là, qui a pu être construit sur ces derniers mois, ces derniers trimestres par rapport à un indice monde. C'est ça que vous avez pris comme référence. Exactement. Alors, juste pour rappel, donc, c'est les indicateurs thématiques Galilée qui nous permettent d'avoir ces statistiques sur les thématiques, parce que ce n'est pas des statistiques qu'on retrouve couramment sur les logiciels d'information financière. Vous mettez un prix sur la thématique, c'est ça? Exactement, tout à fait. C'est un projet en interne qu'on a développé depuis pas mal de temps, qui est porté par notre analyste Antoine Robe et qui nous permet de déceler le potentiel boursier des thématiques. Sur le graphique, vous voyez la robotique et l'intelligence artificielle en base 100 depuis septembre 2022. Donc on voit que depuis le début de l'année, donc de septembre à décembre finalement, on est assez corrélé avec le MSCI World qui est l'indice mondial des actions le plus connu. Et puis à partir de décembre, on a vraiment une accélération. On a eu la sortie le 30 novembre de ChatGPT. Révélation mondiale de l'IA générative. Exactement. Alors c'est l'essor, c'est la démocratisation de l'IA générative. C'est cette IA qui permet de générer des textes, des images, des vidéos en réponse à une demande finalement. L'IA n'a pas commencé en octobre 2022. Non, ça fait 40 ans qu'il est bien sûr. Mais c'est vrai qu'on a eu des investissements massifs également, 10 milliards d'investissements dans OpenAI de Microsoft en janvier. Et donc, on a bien sûr ce parcours boursier qui est remarquable versus le MSCI World qui a un parcours quand même, 24,7% depuis septembre 2022. C'est pas mal, mais c'est vrai que sur l'IA, on a un parcours boursier qui est impressionnant. Mais attention, cette thématique, c'est robotique et IA. Et la robotique, Grégoire, a été portée par les valeurs japonaises, parce que la deuxième hype de ce début d'année, c'est le Japon. Le Japon qui sort de cette déflation. Il se passe peut-être quelque chose de fondamental au Japon aujourd'hui. Absolument. C'est un peu une aubaine pour le Japon qui, après la crise immobilière, après la décennie perdue, après la déflation, après les plans, les Abenomics qui ont moyennement marché, finalement le Japon, le swap d'inflation 5 ans dans 5 ans du Japon, l'inflation anticipée, enfin à 1% au Japon, et l'indice Nikkei est enfin revenu à 31 000. Alors qu'on était quand même à 40 000. Plus haut depuis 30 ans et plus. C'est ça, on était quand même à 40 000 en 89. On n'a jamais retrouvé ce niveau. Donc voilà, ça a été porté par le Japon parce que dans la thématique robotique et IA, 17% des valeurs sont des valeurs japonaises. Très intéressant, effectivement. Donc il y a un double effet qui se coule pour le Japon, le retour d'un peu d'inflation et en plus le positionnement d'entreprises sur ces thématiques robotiques qui permettent effectivement de voir le marché japonais caracoler en tête des autres depuis le 1er janvier. Si on revient sur les autres grandes thématiques, donc on a juste après robotique et IA, cloud et IoT, on reste sur une thématique très tech, très Nasdaq, pour dire les choses.
Alors absolument, il y a un overlap entre la robotique et le cloud qui est d'à peu près un quart des valeurs. D'accord. Un quart des valeurs qui font les deux. Je prends l'exemple de Zscaler, par exemple, qui offre des solutions cloud, mais qui utilise également de l'intelligence artificielle. Donc on a un essor aussi de l'IoT, parce que c'est cloud et IoT. Donc les objets connectés sont en forte croissance, avec le développement de la 5G un petit peu partout, avec aussi ces objets connectés qui rentrent dans l'industrie, de plus en plus de capteurs connectés pour la température, pour l'humidité. Dans les transports, ils utilisent aussi pour la géolocalisation, etc. Et les GAFAM développent de plus en plus de solutions cloud. Donc, on les retrouve partout, j'imagine, ces valeurs-là. On les retrouve dans partout. L'overlap, comme vous dites, oui. On essaye de ne pas trop les surpondérer pour avoir des thématiques pures, mais c'est vrai que dans les indicateurs, on les retrouve, ces valeurs. Attention cependant à la volatilité de cette thématique. 34 sur un an. Pour comparaison, le MSCI World, c'est 16. Même le MSCI World croissance n'est que 20. Donc on est largement au-dessus. Je rappelle quand même les performances du cloud en 2020, plus 81%. Et après, voilà, moins 44 l'année dernière. Enfin, il faut avoir le cœur bien accroché pour cette thématique. Mais bon. Bon, et puis l'autre grand gagnant de cette première partie d'année, effectivement, c'est ce thème du rattrapage de la consommation discrétionnaire à travers le tourisme et les loisirs. Et tout à fait, les voyageurs sont de retour. L'Organisation mondiale du tourisme nous disait qu'en 2022, on avait 900 millions de touristes, donc 63% par rapport au niveau pré-pandémie. Cette année, on devrait être entre 85 et 90%. Donc effectivement, le retour des voyageurs, le retour de la croissance des compagnies aériennes, elles ont multiplié leurs bénéfices par 2 cette année. Donc évidemment, dans cette thématique tourisme et loisirs qui contient principalement tout ce qui est transport, hébergement, évidemment, ça vient avoir des performances boursières qui sont... Et c'est beaucoup moins cher que les deux autres. C'est ce que vous disiez, c'est plus, ça appartient plus au monde de la value historiquement qu'au monde de l'hypercroissance du monde technologique. Alors j'ai les pays ici, 10. C'est ça. Voilà. Alors que Cloud et IoT, on est sur du 25 et que robotique et IA, on est sur du 34. Donc voilà. Bon, si on regarde effectivement, alors là aussi, c'est le miroir de 2022 pour certaines de ces stratégies thématiques. On voit, alors ce sont ou du 0+ ou du 0-. Besoin énergétique, c'est la thématique qui a pour l'instant la plus souffert depuis le 1er janvier. J'imagine que c'était à l'inverse en 2022 une des thématiques qui avait été grande gagnante de l'année. En 2022, 49,9% de performance pour besoins énergétiques. Et en 2021, encore mieux, 56% de performance pour la thématique besoins énergétiques. Donc, bon, on est sur un recul de 1,8%. Après 2 années stratosphériques. Après 2 années stratosphériques, expliqué quand même, on va essayer de l'expliquer, par le recul du pétrole, 10% depuis le début de l'année, le recul du gaz, quand même 40% depuis le début de l'année, le pétrole au 30 juin, puisque je me positionne au 30 juin pour toutes ces statistiques, on était aux alentours de $70 pour le WTI, le pétrole du Golfe du Mexique. Donc c'est vrai qu'on a bien sûr l'économie mondiale qui s'adapte finalement à la crise russo-ukrainienne et qui on revient sur des valeurs de l'énergie qui sont plus normalisées. Il y a également un difficile redémarrage de la Chine. 5% de croissance pour la Chine. On était à 12, puis 10, puis 8, maintenant on est à 5. C'est plutôt la croissance qui commence à ressembler à un pays développé. Et les faiblesses du secteur immobilier en Chine, faiblesses structurelles, qui font que besoin énergétique est un petit peu moins en vue en ce début d'année. Un mot rapide pour caractériser la sous-performance de défis alimentaires et de médecine du futur, Ronnie. Absolument. Alors, défi alimentaire, léger recul cette année, moins 0,8%. Le prix du blé qui a retrouvé son niveau d'avant Covid. Le boisseau à peu près à $650, alors qu'il avait été multiplié par 2 en mars 2020. Et surtout, plus de production. L'Inde va produire plus, l'Europe va produire plus, la Russie produit plus. Donc l'offre se détend, quoi. Tout à fait. 10 millions de tonnes de blé en plus, 3,5 millions de tonnes de maïs en plus cette année. Et donc ça devrait raisonner les prix alimentaires.
Et pour finir, médecine du futur. Alors elle est légèrement positive quand même, depuis le début de l'année, plus 0,5, tout à fait. Alors là, bon, c'est évidemment la hausse des taux qui limite l'investissement dans ces sociétés qui sont plutôt medtech, biotech. Alors c'est composé de medtech, biotech et labo principalement. Médecine du futur. Alors concernant medtech et biotech, bien sûr, c'est la fin de l'argent facile. Et concernant les labos, ils ont été très résilients l'année dernière. Ça faisait 0 alors que la cote était en moyenne plutôt à moins 15. Mais du coup, cette année, les investisseurs se dirigent vers des valeurs plus cycliques, plus porteuses, comme la robotique, etc. Donc ils délaissent les labos. Très intéressant effectivement de voir cette photographie complète du premier semestre, notamment par rapport à ce qu'on a vécu l'an dernier sur les marchés. Merci beaucoup Ronnie pour cette expertise thématique que vous nous apportez régulièrement dans Smart Bourse. Ronnie Michali, le président de Galilée Asset Management, qui était avec nous, l'invité ce soir du quart d'heure thématique de Smart Bourse. Voilà pour cette édition, on se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.